Bonjour et bienvenue à notre webinaire Stratello sur le thème Revisiter l'expérience client à l'heure du marketing durable. Bien écoutez, j'espère que vous êtes en forme. Donc, je suis Laurence Séverin, dirigeante de Stratello. J'ai le plaisir de vous accueillir avec Frédéric Pommier, qui est une directrice mission expérience client chez Stratello. Bonjour à tous. Voilà. Et on s'est toutes les deux, enfin même plus que toutes les deux, on s'est penché sur ce sujet de l'expérience client durable et on a hâte de vous faire partager ce thème et les transformations à opérer en matière d'expérience client et comment faire ça. Pour démarrer, si vous voulez bien, on veut bien que vous nous mettiez un petit message dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien et nous voyez bien. Normalement, on a fait les tests, tout devrait être OK. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire de quel secteur d'activité, dans quel secteur d'activité vous êtes. Ah, on voit Constance. Merci Constance et bonjour et bienvenue. Donc, Constance nous dit que c'est OK. J'espère que pour les autres personnes, il en est de même. Donc, ce webinaire est enregistré. Il sera également disponible en replay. Et vous pourrez télécharger le support à la fin de notre intervention. Voilà. Et autre point que j'oubliais, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de notre présentation. Donc, on a Angélique avec nous qui est backstage et qui vous a déjà mis un petit message dans le chat. Qui nous redonnera vos questions en fin de webinaire pour que nous puissions y répondre. Bien, j'espère que tout le monde est prêt. Tu es prête, Frédéric? En forme? Tout va bien, tout va bien. Voilà, je vois que tout le monde arrive petit à petit. Les gens sont en train de se connecter, donc on attend un tout petit peu. Ouais, on va attendre un petit peu. On a Marie, Bénédicte. Bonjour à toutes. Très féminin en tout cas sur les premiers. Christelle. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous. On démarrera à l'heure dite. 14h, oui, il n'est pas 14h. Ouais, à 14h, sachant qu'on a un contenu assez dense à vous faire partager. Et donc, voilà. Il faut vraiment qu'on démarre pile à l'heure pour être sûr de vous laisser vaquer à vos autres occupations dès 14h. Dès 14h30, pardon. Bien sûr, on pourra rester également. Pour ceux qui le souhaitent et ceux qui ont posé des questions, nous, on pourra rester un petit peu et vous donner réponse à vos questions. Bonjour Tiffaine, bonjour Pauline, bienvenue. Donc, comme je le disais, ce webinaire est enregistré, vous pourrez le voir en replay. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra en fin de webinaire parce qu'on a notre super Angélique backstage qui va nous lister toutes les questions qui arrivent dans le chat au fur et à mesure. Le support de ce webinaire sera téléchargeable en fin de présentation. Et donc, je finis par le début. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce webinaire. Je suis Laurence Séverin, dirigeante de Stratello. Et à mes côtés, j'ai Frédéric Pommier-Mock, qui est directrice expérience client chez Stratello, et avec laquelle nous avons préparé ce contenu pour vous parler de l'expérience client à l'heure du marketing durable. Il est 14h. C'est bon pour toi, Frédéric? C'est bon. On démarre? Oui, tout à fait.
Très bien. Bah, écoutez, bienvenue à tous. Donc, on est ravis de partager ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors, juste une petite intro. Qui sommes-nous? Stratello, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société spécialisée, une société de conseil spécialisée dans l'expérience client. Et donc, on va travailler principalement sur l'écoute de vos clients, la compréhension de leurs attentes, de leur parcours actuel, de leur vécu émotionnel tout au long de leur expérience client. Donc, on fait ça via des interviews quali, de l'analyse interne. On va travailler également des diagnostics de parcours client avec des cartographies de parcours client. Donc, on porte un diagnostic sur l'expérience que vous proposez à vos clients. Et derrière, on va travailler principalement via du mode collaboratif et de l'intelligence collective sur la transformation de l'expérience client. Et ça va être un peu le sujet aujourd'hui. En parallèle de ces expertises, on travaille également de manière plus opérationnelle, plus tactique, je dirais, sur du marketing automation via de la formulation de scénarios de marketing automation en relation avec vos nouveaux parcours clients et puis sur les sujets également de fidélisation. Voilà. Évidemment, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur le type de prestations qu'on peut proposer. On travaille avec plutôt des grands comptes et des ETI dans une grande diversité de secteurs d'activité et aussi bien en B2C que en B2B. Alors, le grand sujet d'aujourd'hui, c'est l'expérience client durable. Alors, pourquoi en fait on a voulu vous parler de ça aujourd'hui? Parce que déjà à titre personnel, on est plusieurs au sein de Stratello, plusieurs consultants à être impliqués d'un point de vue personnel et de consommateur, donc dans notre consommation et dans notre vie de tous les jours, on est très sensibilisé à ce sujet de l'impact du carbone et du changement climatique. On est également impliqué en tant que citoyen à titre associatif. On a par exemple dans l'équipe une personne qui est fresqueuse. Et puis, d'un point de vue professionnel, on se rend compte, et on va en parler longuement sur ce webinaire, on se rend compte qu'en fait, l'expérience client, les clients attendent de plus en plus que cette expérience client soit plus sobre, plus respectueuse de l'environnement. Et donc, pour nous, c'est évident qu'il va falloir changer. Alors, il n'y a pas que les attentes des clients, bien évidemment. On a en fait identifié 4 grandes raisons qui font que l'expérience client doit changer et que vous devez vous préoccuper d'une expérience client plus sobre et plus respectueuse de l'environnement et des différentes parties prenantes. La première des raisons, c'est ce bilan carbone, cette empreinte carbone que nous devons passer de 10 à 2 tonnes par habitant et par an, ce qui est dans les accords de Paris de 2015. Et donc, il va falloir effectivement que tous, à titre individuel et à titre professionnel et d'entreprise, on se préoccupe de ce sujet. Deuxième raison, comme je disais tout à l'heure, les consommateurs sont de plus en plus inquiets sur ces effets du développement du changement climatique. Et donc, ça devient un sujet récurrent dans les médias et dans la préoccupation des consommateurs. Et 80% d'entre eux pensent que l'engagement de l'entreprise en matière environnementale et sociale est un critère important, voire prioritaire. Voilà, même si vous n'étiez pas convaincu à titre environnemental de la nécessité de changer, eh bien, en fait, il y a les attentes des consommateurs qui vont très certainement vous y obliger. Et puis, l'autre pendant sur cette slide, c'est la photo du film Rupture, qui traduit aussi du point de vue des collaborateurs. Là, en fait, il s'agit sur ce film Rupture, il s'agit d'un manifeste de jeunes diplômés de grandes écoles qui ont fait un film pour signifier qu'en fait, ils ne voulaient plus du même modèle et qu'ils voulaient évoluer vers un nouveau modèle, une nouvelle forme de travail et de production et de business. Et donc, voilà. Donc, on est à la fois entre les consommateurs et les collaborateurs
Et bien sûr, à titre personnel, comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie attente de changement et de recherche de sens. L'autre point, c'est le sujet de la réglementation. Voilà, on vous a mis plein d'exemples ici de lois, et c'est certainement pas exhaustif, mais de lois, de labels, d'obligations qui arrivent aux entreprises, enfin qui s'impose aux entreprises pour être plus vertueuses, plus sobres, plus engagées. Donc là, vous avez par exemple le bilan carbone à partir de 100 salariés. Vous devez faire un bilan carbone tous les 4 ans. Il y a le décret tertiaire qui oblige les entreprises à maîtriser leurs dépenses énergétiques pour leurs bâtiments, l'indice de réparabilité des produits, etc., etc., avec tout un tas de normes et de labels qui vont s'imposer de plus en plus. Et puis le dernier point, c'est les investisseurs qui ne regardent plus uniquement des indicateurs à proprement dit financiers, mais qui vont regarder ces ESG, ces indicateurs ESG qui vont screener des critères qui ne sont plus financiers, mais environnementaux, sociaux et de gouvernance. Voilà, donc 4 grandes raisons pour se préoccuper d'ores et déjà de proposer une expérience plus durable, une expérience client plus durable à vos clients. Donc, dans ce contexte, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on va faire évoluer la stratégie de l'entreprise pour mieux prendre en considération ces impacts sociétaux et environnementaux. Alors, la première étape, ça va être de revisiter la mission et la raison d'être de l'entreprise pour les accorder et soutenir des approches plus durables. Assez vite, il va falloir aussi repenser l'offre. L'offre, c'est vos produits, vos services, mais aussi toute la supply chain, les fournisseurs avec lesquels vous travaillez, les partenaires avec lesquels l'entreprise travaille. Et en parallèle de ça, on va devoir réinventer l'expérience de nos clients. Alors, les clients par rapport à leurs aspirations, et puis aussi la façon dont on s'adresse à eux, dont on échange avec eux, donc revoir aussi l'ensemble des canaux de distribution, l'ensemble des canaux de communication. Et au-delà de ces 3 blocs, dans l'idéal, c'est d'aller jusqu'à repenser le modèle d'affaires de l'entreprise, le business model, dans un environnement qui aujourd'hui, on le sait, est fini. Alors, face à ces enjeux, il y a une émergence de nouvelles disciplines. La RSE depuis déjà de nombreuses années. Je vous rappelle, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ça désigne la prise en compte sur une base volontaire ou parfois sur une base juridique, pas toujours volontaire, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans l'ensemble des activités. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, plus aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, c'est le marketing. Et on a aujourd'hui effectivement le développement de ce qu'on appelle un marketing responsable, qui lui va chercher à répondre à des enjeux de légalité, d'éthique et de citoyenneté. Et puis, de manière plus large, on parle aussi de marketing durable, tout du moins de marketing plus durable, c'est-à-dire un marketing qui englobe la partie responsable et aussi qui va chercher à diminuer l'impact économique et à proposer, à promouvoir des offres, des services qui ont au mieux un impact positif, à minima, qui vont chercher en tout cas à limiter les externalités négatives de l'activité de l'entreprise. Alors, c'est pas simple de s'engager sur la voie du marketing durable. Ça peut sembler parfois compliqué. Il y a des choses peut-être simples, des choses un peu plus complexes. Mais en tout cas, au-delà de la conviction personnelle, il y a des vrais bénéfices objectifs à s'engager dans cette voie. Bien évidemment, le premier, c'est la baisse de l'impact environnemental. Mais assez vite, pour chercher des solutions à cette diminution de l'impact, on va devoir chercher des nouveautés, chercher des nouvelles approches, et donc on va devoir innover. Et qui dit innovation dit différenciation, et la différenciation, c'est ce qui va vous permettre de vous distinguer. Et donc de mieux travailler, en tout cas d'avoir une notoriété accrue, de travailler aussi tout ce qui va être l'attachement à la marque. On sait aujourd'hui, Laurence vous l'a dit en introduction,
que les consommateurs, et pas que les consommateurs d'ailleurs, l'ensemble des entreprises sont très attentifs à ce que proposent les entreprises. Donc, on va aussi, en s'engageant dans cette voie, générer davantage d'adhésion et de fidélisation. On pourra aussi voir un impact positif, enfin des bénéfices sur tout ce qu'il y a à la marque employeur, pour attirer des nouveaux talents, des jeunes talents sensibles à ces sujets. Et puis, avec la dimension ESG dont parlait aussi Laurence tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir attirer davantage des investisseurs et aussi les pouvoirs publics. Voilà. Donc, dans ce périmètre du marketing durable, la question, ce qui va se poser, et là, on rentre au cœur de notre sujet de webinaire, c'est celle de l'expérience client qui est essentielle. Alors, effectivement, en fait, nous, on a vraiment travaillé, réfléchi en se disant, finalement, par rapport à l'expérience client, quels sont les différents leviers qu'on va pouvoir activer pour être plus durable, plus sobre, plus respectueux de l'environnement. Le premier, c'est celui de la communication. Ça peut être, dans certains cas, celui qui va être le plus facile, presque quick win, à mettre en place. Ensuite, on a le deuxième qui est celui de l'impact de l'expérience d'achat. On pourrait même dire de l'acte d'achat. Vous allez voir tel qu'on l'a verbalisé. Et puis, il y a un troisième groupe qui est vraiment comment on va repenser l'expérience d'achat et l'expérience d'usage pour concevoir des parcours circulaires. Pardon, je bafouille. Et donc là, on va avoir 4 leviers que l'on va illustrer dans la suite de ce webinaire. Premier point, développer une communication responsable. Alors, effectivement, les clients, ils attendent aussi de la part des entreprises des engagements et des preuves, en fait, comme quoi vous êtes en tant que distributeur, par exemple, ou fabricant, en tant des preuves comme quoi vous êtes réellement engagé. Alors, si on n'a pas dit une chose, en fait, dans ce webinaire, on exclut le sujet du produit en tant que tel. Mais évidemment que c'est un levier, mais on va dire que ce levier n'est pas dans le périmètre de l'expérience client à proprement dit. C'est plus du produit. Donc, il y a en amont de tout ça, tout un travail à faire sur quel type de produit je propose et comment rendre mon produit plus économe, plus sobre, plus responsable, plus éthique, etc. Donc, nous, vraiment, là, on se concentre sur un périmètre plutôt d'expérience client en dehors du produit en tant que tel. Voilà, pardon, c'était un petit aparté, on avait qu'on souhaitait vous préciser. Donc, développer la communication responsable via la communication sur l'impact environnemental et social de vos produits. Donc, vous avez par exemple Tikamoon, qui est une petite entreprise lilloise de matériel, de mobilier décoration, et donc qui propose une éconote sur l'ensemble de ces produits. Donc, vous voyez peut-être en dessous des petites vignettes produits où ils vont avoir 1, 2, 3 ou 4 petites feuilles qui vont correspondre à des critères qu'ils ont définis. Est-ce que le bois est massif? Est-ce qu'on utilise des matériaux composites? Bref, est-ce qu'il y a du recyclage, etc. Et donc, ça va leur donner une éconote qui va leur permettre de classer leurs produits du plus vertueux au moins vertueux, en tout cas d'informer sur l'impact des différents produits. Vous avez dans le même titre, dans le même genre d'exemple, Asphalt qui communique, Asphalt qui est une entreprise de prêt-à-porter, essentiellement de la vente en ligne, et qui communique sur le bilan carbone de chacun de ses produits. Voilà. Donc, vous trouverez plein d'exemples. Il y a Castorama aussi qui a un éco-score. Donc, de plus en plus, les entreprises vont communiquer sur l'impact carbone de leurs produits.
Une autre façon de communiquer, c'est communiquer sur un usage plus responsable des produits. Et là, vous avez l'exemple de Leroy Merlin qui donne sur son site, via son blog, via des infographies, etc., des conseils pour économiser les ressources naturelles, pour réduire sa consommation de produits néfastes. Et ça peut même aller à l'encontre des produits qu'ils vendent. Quand ils ont un manifeste sur un jardin plus responsable, ils vont inciter les gens, les consommateurs à consommer moins de phytosanitaires. Et donc, c'est des produits que eux-mêmes vendent. Vous voyez, donc il y a vraiment ce sujet de dire, voilà, nous on est transparent et on vous dit quels sont les modes d'usage qui sont les plus vertueux. Un autre exemple, et là ça rejoint notre sujet de la fidélisation, c'est on va inciter au comportement responsable. Et donc vous avez ici un bel exemple de Decathlon. D'ailleurs, au passage, Decathlon, c'est vraiment une entreprise à avoir dans le viseur sur ces sujets-là parce qu'ils sont quand même très, très avancés, ils font plein de choses. Et donc, Decathlon qui propose des points fidélité et des bonus pour des produits qui sont plus éco-responsables, voire même pour des activités associatives. Quand vous participez à une action locale et environnementale, vous pouvez gagner des points bonus sur votre programme de fidélité. On a aussi le sujet de la consommation effrénée via on va dire, des manifestations comme le Black Friday. Et donc, il y a des enseignes qui s'engagent sur le non, je renonce à faire des campagnes qui vont encourager une surconsommation. Et vous avez ici le bel exemple de la Camif, qui a refusé le Black Friday et qui, en 2019, a même fermé son site e-commerce ce jour-là en guise de réprobation. Voilà. Et donc, vous avez d'autres enseignes aujourd'hui qui refusent les soldes et qui disent, non, nous, on s'engage pas sur ce type de campagne parce que nos prix sont justes et plutôt que de les faire fluctuer et ces campagnes de soldes pousse à la consommation, à une surconsommation, une consommation débridée. Et donc, on refuse ce type de pratique. Donc, j'ai donné l'exemple d'Asphalt, qui eux aussi sont dans le refus des soldes et le communiquent largement sur leur site. Tout à l'heure, Frédéric parlait de redéfinir sa stratégie, sa mission, ses valeurs d'entreprise. Donc là, on va dire que c'est l'exercice qui va être, en termes de communication, en tout cas, le plus facile, c'est de communiquer sur ses valeurs, sur la politique RSE de l'entreprise. Ça va être à destination, bien évidemment, de vos clients, mais aussi de vos collaborateurs, voire des investisseurs, de vos investisseurs. Et donc, si vous avez une raison d'être et des valeurs et une mission qui sont je dirais éco-responsables ou qui sont dans ces thèmes, évidemment, il faut le communiquer. Et puis, donc, c'est travailler. Alors là, on a vu tout ce qui était les contenus de communication à développer. Mais bien évidemment, il va falloir réfléchir aussi à comment communiquer de manière plus responsable. J'ai vu tout à l'heure une question dans le chat aperçu, une question sur quels sont les canaux les plus consommateurs. Donc, je peux déjà répondre. En fait, il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que finalement le print était beaucoup moins consommateur que ne pouvait l'être le digital. Mais tout ça, c'est à moduler. Et il s'agit de réfléchir à ce que vos canaux de communication soient plus économes. Alors, s'il s'agit de print, c'est peut-être de mieux cibler, de réduire la pression commerciale, de réduire les impressions, de travailler sur des papiers labellisés, de travailler avec des encres moins polluantes et peut-être du papier plus léger. Et puis en matière de digital, c'est de réduire le nombre de serveurs, donc réduire le poids de vos communications, optimiser la localisation, donc sur des serveurs moins loin, plus respectueux de l'environnement, réduire les flux de données, réduire là aussi la pression commerciale et limiter le poids des messages. Et vous avez un bel exemple qui est celui de Dalkia,
qui, alors ça c'est l'entrée sur le site de Dalkia, où vous avez tout de suite une pop-up avec un petit peu d'humour qui dit non, votre écran n'est pas cassé, nos graphistes ne sont pas en vacances, parce que le site Dalkia est développé avec un nombre réduit de couleurs, avec un nombre réduit de vidéos, un nombre réduit d'images, des images moins lourdes, moins de contenu, un nombre réduit de pages, tout ça pour être plus sobre en termes de communication. Et on va vous parler du deuxième levier pour proposer une expérience client plus durable, c'est celle tenter en tout cas de réduire l'impact de l'expérience d'achat. Avec un premier point à travailler, c'est notamment la sobriété énergétique du point de vente, des agences, en tout cas des bureaux dans lesquels vous accueillez vos clients. Alors, ça peut passer de différentes manières, par la baisse de la température, donc là on joue sur le chauffage, ou moins de climatisation aussi, l'isolation des bâtiments, faire des choix d'éclairage via des LED, ou bien aussi d'éteindre les vitrines la nuit, en tout cas de réduire l'éclairage, aller jusqu'à aussi installer des panneaux solaires sur les parkings, c'est ce que fait par exemple Système U, pour que les points de vente, les supermarchés soient en tout cas autonomes en matière d'énergie. Réduire l'impact de l'expérience d'achat, c'est aussi réduire le packaging. Là, on vous donne l'exemple de Jean Bouteille, qui accompagne en fait les points de vente, les distributeurs vers une transition du vrac liquide. Donc, en proposant toute une installation qui va aider les consommateurs à s'orienter vers ce vrac, qui n'est pas si simple que ça à gérer. Ça peut être aussi la réduction, bien évidemment, des suremballages et des emballages. Hein. Pas loin du produit là, mais on est vraiment là dans le point de vente. Et puis, il y a tout ce qui va aussi concerner les livraisons. Et vous voyez dans les grandes villes, alors pas dans les petites villes parce qu'il s'agit de livraisons souvent au dernier kilomètre, ces vélos cargo là qui arpentent nos rues pour aller livrer donc ce que vous avez commandé chez vous. Alors des gens comme Auchan, Biocop l'utilisent beaucoup. Donc, Laurence. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, la troisième grande famille de leviers pourrait proposer une expérience client plus durable et plus responsable. C'était de repenser l'acte d'achat et l'acte d'usage. Et donc, ceux qui nous connaissent savent qu'on travaille beaucoup à partir du parcours client. C'est vraiment notre fil rouge méthodologique. Et du coup, c'est de se dire, finalement, dans cette expérience client, on a 4 grandes étapes classiques. Hein, je m'informe, j'achète, j'utilise, et puis après, je jette ou je n'utilise plus mon produit. Et là, sur le j'achète, comment je vais proposer une alternative à l'achat. Et vous allez voir, c'est passionnant parce que ça nous donne un champ d'exploration, nouvelles idées, de nouveaux services. Le j'utilise, c'est comment je peux intensifier l'usage de mon produit ou augmenter sa durée de vie. Et je n'utilise plus, c'est comment je vais pouvoir recycler ce produit. Donc, proposer une alternative à l'achat, finalement, c'est j'emprunte, je loue, j'échange. Voilà, si je peux éviter d'acheter, voilà les 3 possibilités que je vais avoir. Sur l'intensification de l'usage, c'est qu'un produit, je peux le louer ou le prêter. Alors évidemment, ça dépend bien évidemment des produits. Et puis, pour augmenter la durée de vie, c'est je vais le réparer ou quand je n'en ai plus besoin, je vais le vendre, je vais le donner. Et ensuite, il y a le sujet du recyclage des produits. Et nous avons exploré un peu tout ça. Et il y a énormément d'exemples et d'entreprises qui sont engagées sur ces chemins. Le premier exemple sur développer la location, c'est celui de Decathlon, où en fait, ils ont développé la location de leurs produits. Donc, sur leur site decathlon.fr, vous allez pouvoir louer des vélos, vous allez pouvoir louer un banc de musculation, vous allez pouvoir louer un club de golf si vous vous mettez tout juste au golf et que vous voulez tester avant d'acquérir vous-même votre propre club de golf. Donc voilà, c'est vraiment, ils ont vraiment développé une offre assez large de type location, ce qui fait vraiment penser leur modèle économique.
Du côté industriel, et ça c'est un exemple qui est quand même très intéressant, c'est SafeCame qui propose des solvants pour nettoyer des métaux, pour les nettoyages des métaux. Et en fait, plutôt que de proposer à l'achat un solvant, ils proposent un service d'abonnement où en fait, ils vont vous livrer les solvants, ils vous proposer des services techniques et des conseils, ils vont vous proposer des tutos, des outils de mesure pour économiser l'utilisation de vos solvants et également récupérer les solvants usagés. Donc, c'est vraiment un service complet où finalement, ne me reste en tant qu'entreprise que l'usage du produit et tout le reste sort de mes problématiques, ce qui peut être une vraie valeur ajoutée pour le client. Autre exemple, c'est l'achat de produits reconditionnés. Donc, on est quand même dans l'achat, mais toutefois, on est quand même plus responsable et plus durable puisque c'est des produits qui ont déjà été utilisés. Et donc vous avez évidemment très certainement vous connaissez cette plateforme Back Market qui propose des produits reconditionnés de différentes marques. Et vous avez également l'exemple de Castorama qui s'est engagé sur cette voie et qui propose un onglet Back Market sur son site pour vendre ses produits reconditionnés. Intensifier Voilà. l'usage, Frédéric? Oui, c'est parce que dans les parcours circulaires, une autre voie possible, c'est aussi d'intensifier l'usage, et notamment à travers le fait de favoriser l'usage communautaire. Alors ça peut se passer par des plateformes indépendantes. Hein. On vous a mis l'exemple ici d'Allo Voisin. L'idée, c'est de louer ou de prêter entre voisins. Ça peut être du matériel de bricolage, une meuleuse pour poser du carrelage. On n'est pas obligé de l'acheter parce qu'on va peut-être pas s'en servir toutes les semaines. Une fois qu'on a fini ses travaux, elle est là, la meuleuse. Donc voilà, on peut la prêter ou la louer. Ou ça peut être organisé par les marques elles-mêmes, distributeurs ou marques. C'est là, on vous donne l'exemple de Darty, qui va organiser les échanges de sa communauté de clients pour justement favoriser le dialogue sur des questions de dépannage, de conseils. Ça ne les empêche pas d'intervenir aussi en tant que tel, mais ils vont organiser donc cette communauté pour favoriser les usages. Autre possibilité également, c'est de proposer dès le départ des produits qui soient réparables. C'est typiquement, donc dès la conception du produit, je me dis, voilà, il me faut que mon produit, je puisse le faire durer dans le temps. C'est ce qu'a fait Fairphone en créant ces téléphones portables, hein, qui sont conçus dès le départ pour être réparés avec voilà, une approche plus éthique. C'est ce que font aussi maintenant les opérateurs de télécommunications de plus en plus. Et puis, on vous a remis ici l'indice de réparabilité dont a parlé Laurence tout à l'heure, qui est une obligation légale. Hein, là, pour le coup, vous devez, quand vous êtes dans le secteur de l'électroménager, du multimédia, indiquer sur tous vos produits l'indice de réparabilité. On le voit maintenant beaucoup sur les sites internet maintenant. Autre moyen, c'est d'accompagner vos clients pour leur permettre de prolonger la durée de vie des produits en proposant des services de réparation, de maintenance, de pièces détachées. Bon, Decathlon le fait depuis longtemps, notamment avec tout ce qui est lié au cycle, hein, mais maintenant avec d'autres produits aussi. Ça peut être des conseils. Vous allez recevoir, vous venez d'acheter une hotte dans les newsletters, comment bien entretenir sa hotte, de cuisine, combien bien entretenir son lave-vaisselle. Voilà, tout ça pour permettre une plus longue durée de vie des produits. Et puis, ça peut aller jusqu'à aussi le développement de la seconde main. Alors voilà, on a pris le terme anglais maintenant, second hand. Effectivement, c'est plus que l'occasion. On parle aussi de seconde main qui se voit beaucoup, notamment dans le prêt-à-porter. Kiabi, hein, qui a été assez en avance, qui a installé maintenant dans ses points de vente des corners seconde main. Pas plus tard qu'hier et avant-hier, je recevais aussi un mail de Petit Bateau m'envoyant une vidéo pour m'aider à mieux comprendre la seconde main en 3 minutes chrono. Et j'ai également reçu un questionnaire qui me demandait mon avis pour une mode encore plus responsable. Donc voilà, des marques assez engagées. Le développement de la seconde main est aussi une voie. Alors en B2C, on voit bien ce que ça peut être, mais en B2B aussi, il y a vraiment ces approches. On vous donne l'exemple ici de Cycle Up qui accompagne les artisans sur les chantiers du bâtiment et qui les incite au réemploi des matériaux d'occasion.
Voilà. Et puis ensuite, il y a toute la partie, évidemment, recyclage. Alors, recyclage, on a deux exemples ici. Le premier, c'est celui de la réutilisation des emballages. Et donc, voilà, si on a l'exemple de SodaStream qui propose du gaz pour faire de l'eau pétillante. Donc, vous achetez vos cartouches de gaz, vous renvoyez celles qui sont vides, qui seront ensuite remplies à nouveau et réenvoyées à d'autres clients. Donc là, on est quand même dans un cycle assez vertueux. Et puis, en termes de recyclage, deux exemples. Donc, les rippers qui collectent et revalorisent les déchets des chantiers et le tri sélectif en entreprise avec l'entreprise des joyeux recycleurs qui propose dans les entreprises de déposer sous forme d'abonnement des bacs de récupération de différents produits. Donc ça va des capsules, du papier, des cartouches imprimantes, etc. et qui vont gérer pour vous le recyclage. Pardon, je vois que Alors, c'est... on vous l'avait dit, on est très bavarde, on est déjà Ouais, hors temps. j'ai C'est mon bloqué. écran qui est bloqué. Donc, je vais Ah, voir voilà, si ça y je est. peux le slide. Voilà, super. Donc, je vais terminer très, très rapidement. On est très bavard sur le sujet. Donc, maintenant, c'est la question qui va se poser, c'est comment je pilote cette transformation. Alors, on a identifié 3 volets essentiels sur lesquels, d'ailleurs, on peut vous accompagner chez Stratello, notamment sur le premier, qui est en lien avec la reconnaissance du comportement de vos clients, les attentes, quelles sont les aspirations de vos clients en matière de consommation plus durable. Nous sommes coincés, mais je vais vous le faire à l'oral. Oui. Voilà. Alors, il y a un schéma qu'on aime bien chez Stratello qui est de Valérie Guillard, qui est professeure à Paris-Dauphine, qui représente la consommation durable sous 2 axes, l'axe du mieux et l'axe du moins. Alors, la consommation responsable présente de multiples facettes. Donc là, on ne prétend pas vous présenter toutes les facettes. Mais en tout cas, savoir introduire dans ces personas cette notion-là, ça va être très important. On peut vous accompagner là-dessus. Est-ce que mes clients sont plutôt des consuméristes, à savoir ils veulent ni faire moins ni faire mieux? Donc forcément, là, ça va être plus difficile pour amener votre entreprise à progresser dans cette voie. En bas à gauche, j'ai les minimalistes là qui sont prêts à faire moins. Donc c'est comment je les accompagne pour aller justement vers le moins. Les éthiques en haut à droite qui, eux, n'ont pas envie de faire moins, mais qui sont prêts à faire mieux. Donc, comment je développe des labels. Ils vont être très sensibles à la consommation circulaire, tout ce qui est location, recyclage, la consommation locale. Et puis, savoir dans votre portefeuille si vous avez des assets, enfin ce type de profil, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à consommer moins, à consommer mieux, et donc, voilà, qui sont dans ces approches-là. Donc, sur tous ces enrichissements de personas, si vous ne l'avez pas fait encore aujourd'hui, on peut vraiment vous accompagner sur ces sujets. Deuxième volet, c'est la transformation sur l'ensemble du parcours. Et là, on va retrouver des éléments qu'on a vus précédemment. C'est à chaque étape se dire comment je peux engager davantage mon client vers une approche plus durable. Au moment où il s'informe, ça va être tout de suite de commencer à l'éduquer sur comment je choisis mes produits, le rassurer sur votre entreprise, vos valeurs, vos engagements, voire le récompenser. Des entreprises, je vais reciter Petit Bateau, quand vous leur ramenez un vêtement, ils vont vous faire un bon d'achat. Et eux vont le remettre effectivement dans le circuit de la vente. Donc, on va encourager les clients dès le départ et on va les informer de ça. Quand on se procure, on va donner des alternatives, comme le disait Laurence. C'est pas forcément acheter. Ça peut être loué. Ça peut être acheter de la seconde main. Ça peut être faire attention à l'impact de l'expérience d'achat en tant que telle. Quand je vais utiliser, je vais là aussi chercher à utiliser davantage, inciter à l'usage. Donc voilà, on va revoir vraiment toutes les étapes de notre parcours client pour aller vers une approche plus durable. Et puis le troisième volet, c'est vraiment l'engagement des collaborateurs. Laurence évoquait tout à l'heure le fait que nous avons une fresqueuse. Une fresqueuse, c'est fresque du climat, bien sûr, dans nos équipes. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser aussi dans les entreprises nos équipes à travers ce genre d'activité. C'est d'impliquer aussi, valoriser l'intelligence collective. On est spécialisé dans ces approches d'ateliers d'intelligence collective chez Stratello pour guider vers un modèle économique qui soit plus responsable. Et puis, bien évidemment, c'est cultiver l'exemplarité.
parce qu'il faut incarner la sobriété dans les pratiques managériales, que ce soit pour vos choix de déplacement, la vie au bureau, la restauration, voilà, toutes ces choses-là. Et je vais m'arrêter là parce qu'on est très en retard et je vais vous donner la parole. Enfin, on va regarder vos questions d'ailleurs. Merci Frédéric, pardon pour le retard. On avait plein de choses à vous raconter. Alors, je vais prendre quelques questions et en parallèle, je vous indique pour ceux qui doivent partir de suite. Alors, en parallèle, je dis ça, mais j'ai un petit problème j'ai un petit problème de circulation de mes slides. Donc, on a un prochain webinaire le 11 mai à 11h30 sur la cartographie des parcours. Donc voilà, si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc, je vais prendre les questions qui ont été évoquées. Donc, on avait Bénédicte qui nous disait concernant les canaux, selon vous, quels sont les plus gourmands en énergie et impact environnemental? Donc, j'ai un peu répondu sur le sujet, mais je dirais, Bénédicte, que en fait, il va falloir analyser de manière plus précise chacun des canaux parce que ça dépend aussi la façon dont vous les utilisez. Et comme je le disais, notamment sur le digital, le poids des images, les serveurs que vous utilisez, le nombre de pages, le poids de votre site en fait. Et donc tout ça, et la façon dont vous utilisez le print, tout ça, c'est à regarder et à mesurer en détail. Natashka, qui pose la question, pour la communication responsable, la charte graphique est-elle importante? Donc, je dirais que oui, elle est importante, il faut s'en préoccuper parce que de la même façon, si vous avez énormément de visuels dans votre charte graphique avec des visuels lourds, que vous avez multiples couleurs, des couleurs qui peuvent être complexes, voilà, on va dire que peut-être qu'une charte graphique en 2 couleurs ou 3 couleurs sera plus économe qu'une charte graphique en quadrille avec énormément de visuels, etc. On a Bénédicte qui nous pose la question, existe-t-il un éco-score national ou est-ce que chaque société établit le sien? Alors moi, je peux répondre. Vas-y, réponds. L'éco-score, oui, c'est l'ADEME. Le site de référence, c'est l'ADEME qui a mis en place un cahier des charges bien spécifique. Alors, sachez que cet éco-score, il est encore temporaire parce que y a plein il y a plein à l'heure actuelle d'expérimentations en cours. Alors, c'est un modèle déposé par l'État, l'éco-score, mais il y a tout un cahier des charges que vous pouvez aller consulter et la référence, c'est l'ADEME. Et à terme, il va évoluer vers des dispositifs plus spécifiques, plus précis. Tout ça est en cours de construction et encore très mouvant. Mais c'est l'ADEME, vraiment la référence, c'est là que vous devez aller regarder. Alors, on a une autre question. Alors, on a une question de Henri. Et je suis pas sûre de bien comprendre la question d'Henri. Donc, existe-t-il un lien direct entre la diversité et l'inclusion au sein d'une entreprise et sa clientèle? Si oui, comment donc évaluer l'impact de la diversité et inclusion d'une entreprise sur sa clientèle? J'avoue que je vais proposer à Henri de nous rappeler en direct pour poser sa question, sauf si toi, tu as une idée, Frédéric? Non, on aurait besoin d'un peu plus de précision. Oui, je pense. C'est probablement le parallèle quand on fait de l'inclusion, de la diversité dans l'entreprise. Est-ce que la clientèle ressemble en fait à mes collaborateurs? Alors probablement il y aura des parallèles, mais que ce soit exactement la même chose, je ne suis pas certaine. Maintenant, il faudrait qu'on creuse la question sur cette partie de l'inclusion. On ne peut pas vous répondre n'importe quoi sur le sujet. Je voyais aussi la question de Coralie. C'est vrai qu'on a donné beaucoup d'exemples produits. Les entreprises de services, moi je pense à La Poste par exemple, qui travaille beaucoup à la fois pour le coup sur les dimensions d'inclusion, ça oui, et puis aussi surtout tout son impact environnemental. Quels autres exemples on pourrait vous donner? Moi j'ai des exemples dans le domaine industriel, mais pas tout à fait dans le domaine du service. Des entreprises comme Saint-Gobain, par exemple, qui sont très avancées et pourtant qui sont une industrie très impactante d'un niveau environnemental, pour autant avec une vraie recherche de limitation de l'impact sur l'environnement depuis assez longtemps chez Saint-Gobain.
Voilà, je ne sais pas si Laurence, toi, tu avais d'autres Non, exemples. j'ai pas d'exemple comme ça, mais je prends le point parce que je pense que c'est vraiment une question intéressante et que on pourrait, pour un prochain webinaire, effectivement, creuser ce sujet sur les entreprises de services avec la spécificité du service. Mm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de compléments d'informations ou des questions plus précises. Frédéric et moi, on sera ravis de vous répondre. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.